Bonsoir et bienvenue sur la chaîne YouTube de la mission Primo. Je suis Olivier Lemenant, biologiste au centre hospitalier de Saint-Nazaire et au CEPIAS Pays de la Loire. Nous avons invité ce soir Laurent Dorté pour faire un point épidémiologique sur la détection des entérobactériales productrices de carbapénémase. Avant de lui laisser la parole, je souhaitais présenter la mission pour ceux qui ne la connaissent pas encore. La mission Primo est une des 5 missions nationales affectées par Santé publique France à différents CEPIAS. Primo s'intéresse à la surveillance de la résistance et la prévention des IAS, des infections associées aux soins en ville et en secteur médico-social. SPARES est sa petite sœur, la mission de surveillance et de prévention de l'antibiorésistance en établissement de santé. Primo a été affecté au CEPIAS Pays de la Loire, associé au CEPIAS Grand Est, sous la responsabilité du docteur Gabriel Birgan. Nous sommes hébergés dans les locaux du CHU de Nantes. L'équipe de la surveillance et de la résistance est composée de 4 personnes. Sonia, notre super coordinatrice, que certains d'entre vous connaissent déjà. Thomas Quefik, notre data manager. Et Jocelyne et moi-même, Jocelyne Caillon et moi-même, qui sommes bactériologistes. À sa création en novembre 2018, la mission s'est appuyée sur le réseau Med4Ville et son e-outil. Depuis l'année dernière, les réseaux Oscar de Bourgogne-Franche-Comté et Normandie Bio nous ont rejoints, ce qui nous a permis d'accroître notre représentativité régionale. Notre site internet est ouvert depuis l'été à l'adresse antibiorésistance.fr. Vous y retrouverez les 3 axes de la mission: la surveillance de la résistance aux antibiotiques, la prévention de la résistance aux antibiotiques et la prévention des infections associées aux soins. Pour la partie surveillance, vous pourrez retrouver nos rapports, notre méthodologie, ainsi que les outils de restitution des données sous forme de graphes ou de tableaux. Mais ce n'est pas l'objet de la soirée. Je ne vais pas faire attendre Laurent Dorté plus longtemps. N'hésitez pas à réagir sur le chat pendant sa présentation. Nous lui relayerons les questions après son intervention. Voilà, Laurent, c'est à vous. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, comme vous Laurent, non, il y a un souci technique. Alors, c'est basculé, ok. Alors, on a un petit souci technique. On va essayer d'arranger ça. C'est bon. Ok, pardon Laurent, c'est bon. On vous voit. Tout le monde voit la présentation dans son intégralité? C'est bon. On va commencer alors. Donc, bonsoir à tous. On m'a demandé aujourd'hui de vous parler un petit peu de ce qui fait mon quotidien au CNR associé de la résistance aux antibiotiques qui se trouve au Kremlin Bicêtre et auquel vous avez l'habitude d'envoyer vos souches pour recherche de carbapénémase, en tout cas vos souches d'entérobactéries. Et donc, je vais vous parler un petit peu de l'épidémiologie assez globale et puis focuser un peu plus sur l'épidémiologie française qui va nous intéresser et faire aussi un point sur les différentes méthodes de détection et de screening de ces entérobactéries productrices de carbapénémase. Et ce, avec pour chacune les avantages et les inconvénients selon si on part d'un prélèvement clinique ou d'un dépistage de patients porteurs. Donc, on va commencer par l'épidémiologie et la dissémination des carbapénémases. Et je vais vous parler des différentes classes, des carbapénémases qui sont situées dans les différentes classes de la classification de Ambler. Et on va commencer bien sûr par les carbapénémases de la classe A de Ambler. Donc, comme vous pouvez le voir, il existe différentes de classe A de Ambler. Il y a la famille des KPC, quelques variants de Guess qui ne sont pas tous des carbapénémases. Par exemple, Guess 1 est une BLSE toute bête. La famille des IMI NMCA, la famille des FRI et la famille des SME SFO qu'on trouve essentiellement chez Serratia.
Pour faire simple, je vais vous parler dans cette classe A que de KPC parce que c'est elle qui est largement majoritaire à l'intérieur de cette classe. Comme vous pouvez le voir sur ce graphe, c'est une enzyme qui est capable d'hydrolyser bien sûr les carbapénèmes. C'est pour ça que c'est une carbapénémase, qui hydrolyse également l'intégralité des bêta-lactamines, c'est pénicilline, céphalosporine, deuxième, troisième, quatrième génération, l'astréonam, qui est partiellement récupéré par les inhibiteurs classiques de bêta-lactamase comme la cyclave, mais aussi le tazobactam, et qui va rester sensible à la nouvelle association disponible sur le marché, qui est le ceftazidime avibactam, puisque l'avibactam est un inhibiteur assez puissant, notamment de cette enzyme de type KPC. Donc, je vous ai mis ici un antibiogramme typique d'une Klebsiella pneumoniae KPC3. Comme on va le voir après, cette enzyme se promène essentiellement chez les Klebsiella pneumoniae, où on voit bien que les carbapénèmes sont tous hydrolysés à relativement haut niveau, avec des images typiques ici sur l'antibiogramme en diffusion d'hétérorésistance. On voit bien que ceftazidime avibactam est parfaitement sensible, et on voit cette image de synergie entre le méropénème et l'avibactam, qui est situé dans le disque de ceftazidime avibactam, qui montre encore cette synergie entre le méropénème et un dérivé et l'avibactam. Ce que je peux vous dire aussi pour pouvoir les reconnaître phénotypiquement, en général, hein, ce n'est pas une valeur absolue, mais en général, ces enzymes entraînent une résistance plus importante au méropénème qu'à l'imipénème, et vous avez donc des diamètres qui sont plus petits pour le méro que pour l'imipénème. Alors, concernant l'épidémiologie de cette carbapénémase, donc KPC, ça veut dire Klebsiella pneumoniae carbapénémase. Donc, elle tire son nom de la première bestiole chez qui on l'a trouvée. Donc, on l'a trouvée en 2001 sur la côte est des États-Unis, dans l'État de New York. Et c'est une enzyme qui a rapidement disséminé parmi les Klebsielles dans cet État de New York en entraînant tout un tas d'épidémies. Et puis, quand on regarde un petit peu la situation, ça évolue assez doucement, on va dire. Et entre 2001 et 2007, on trouvait toujours cette épidémiologie très marquée sur la côte est nord-est des États-Unis, avec déjà une dissémination en Israël et un début de dissémination en Europe, notamment en Grèce, et que la situation actuelle a quand même largement évolué, puisque on voit que à l'heure où on vous parle, on a toujours une dissémination aux États-Unis, mais qui maintenant est beaucoup plus globale. On peut même dire une dissémination sur l'intégralité du continent américain, hein, nord et sud. Une dissémination également en Europe, avec deux pays qui sont particulièrement marqués. Et pour les patients qui reviennent notamment d'hospitalisation de ces pays-là, on peut retrouver des souches de Klebsiella pneumoniae qui produisent KPC, notamment pour l'Italie et pour la Grèce. On en trouve encore un peu en Israël, et ça paraît pas très clair sur la carte, mais on estime qu'en Chine, où on a assez peu de données quand même, on a une bonne dissémination aussi, voire une endémicité pour ce type d'enzyme. KPC, je vous ai dit, est assez inféodé à l'espèce Klebsiella pneumoniae. En effet, je vous ai mis ici les chiffres du CNR de 2014 à 2019, parmi toutes les souches KPC productrices d'une carbapénémase de type KPC qu'on a reçues au CNR, on en a plus de 80% qui sont des Klebsiella pneumoniae. Vient ensuite en seconde position Escherichia coli avec seulement 12%. Donc, c'est vraiment une enzyme qui est vraiment restée à l'intérieur de sa niche qui est Klebsiella pneumoniae. Et si on va encore un petit peu plus en détail, vous avez ici les résultats d'une étude européenne, donc avec toutes les souches de Klebsiella et d'Escherichia coli qui avaient été récupérées sur l'année 2013 dans les différents pays d'Europe. Et dans cette étude, on s'est orienté uniquement sur les Klebsiella qui produisaient KPC que vous avez ici en vert. Donc ça, c'est l'enzyme KPC. Et on voit que quasiment tout ce qui est vert, à part un tout petit peu ici sur la gauche dans le ST45, mais tout ce qui est vert, tout ce qui est Klebsiella KPC, se trouve à l'intérieur
on va dire, d'un grand complexe clonal unique, qui est le complexe clonal 258, qui comprend le ST258 et le ST512. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez ici, c'est exactement la même chose sur une étude qui a été faite sur le détail de cette même étude, où on voit que le ST258 et le ST512, en fait, le 512 dérive du 258, et c'est quasiment à l'intérieur de ces deux ST, de ce complexe clonal, qu'on trouve toutes les souches de Klebsiella KPC européenne, en tout cas en 2013. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que finalement, ce qui a disséminé partout dans le monde depuis les États-Unis, c'est quasiment un même clone ou un même complexe clonal de Klebsiella pneumoniae de type ST258, ST512 qui a disséminé partout dans le monde. Donc, c'est assez clonal ou subclonal. Donc, ça, c'est ce qui était vraiment la règle jusqu'à, on va dire, l'année dernière. Sauf que quand on s'est intéressé un petit peu plus en détail aux souches un petit peu plus récentes, parce que c'était les souches de 2013 dans cette étude, et on a repris au CNR les souches un peu plus récentes, on a pris les souches de KPC de 2018, et on s'est aperçu que sur toutes les souches KPC de 2018, on en avait un petit peu plus d'une soixantaine, on avait quasiment 70. Et bien, ce ST258-512, il n'est pas si majoritaire que ça, il est même plutôt minoritaire, et par contre, on retrouve bien le fait qu'il était que c'était des patients qui revenaient de Grèce ou d'Italie, qui étaient des foyers secondaires des États-Unis dans les années 2005. Et nous, ce qu'on retrouve en France, c'est vraiment d'autres ST, notamment le ST147, le ST13, avec, comme vous pouvez le voir sur ce graphe, une forte relation avec des patients qui revenaient du Portugal. Et en effet, une étude encore plus récente, qui a été publiée quelques mois après notre étude, a montré qu'ils avaient exactement le même type d'épidémiologie que nous au Portugal, et la quasi-intégralité, on va dire 2/3 des patients qui étaient retrouvés porteurs d'une souche KPC en France étaient des patients qui revenaient directement du Portugal et qui avaient cette souche Klebsiella pneumoniae qui produisait une carbapénémase de type KPC. Donc voilà pour les entérobactéries qui produisent une carbapénémase de classe A et plus particulièrement KPC. Les carbapénémases de classe B maintenant. Les carbapénémases de classe B chez les entérobactéries, on les appelle aussi métallobêta-lactamases. Alors pourquoi on les appelle métallobêta-lactamases? Parce qu'en fait, au niveau de leur site actif, elles ont besoin d'ions et d'ions divalents qui sont les ions zinc pour pouvoir fonctionner. Il faut savoir que toutes les enzymes qui appartiennent à cette classe B de Ambler sont des métallobêta-lactamases et sont toutes des carbapénémases, sans exception, avec en général une assez forte hydrolyse des carbapénèmes. Et comme toutes les métallobêta-lactamases, elles hydrolysent toutes les bêta-lactamines, à l'exception de l'astréoname. Bien sûr, si vous rajoutez une BLSE en plus, on va le voir juste après, l'astréoname sera hydrolysé par la BLSE et on va avoir une souche qui sera tauto-résistant au niveau des bêta-lactamines. L'avibactam n'a strictement aucun intérêt pour inhiber les métallobêta-lactamases. Donc, la souche sera parfaitement résistante à cette association. Donc, de la même manière, je vous montre ici un antibiogramme d'une souche d'Enterobacter cloacae qui produit une métallobêta-lactamase. Donc, j'ai pris ici IMP4, même si ce n'est pas la plus prévalente en France. Et on voit bien qu'on a une bonne hydrolyse des carbapénèmes. On a une épargne complète de l'astroname qui, du coup, devient une bonne alternative thérapeutique pour pouvoir traiter s'il y a besoin d'utiliser une bêta-lactamine. Et on voit bien que l'association cétazidime-avibactam n'a strictement aucun intérêt sur les métallobêta-lactamases. Et lorsque vous avez ce genre de bestiole qui, en plus, produit une BLSE, vous vous retrouvez, on voit bien la BLSE ici avec cette synergie entre l'astréoname et l'augmentin, donc l'acide clavulanique. Vous avez exactement le même type de phénotype avec en plus l'astréoname qui, lui, ne fonctionne plus, mais pas à cause de la métallobêta-lactamase, uniquement à cause de la BLSE. Alors, parmi ces métallobêta-lactamases qui disséminent un petit peu partout dans le monde, je vais vous en citer 4. Donc, les 3 premières, c'est VIM,
pour Verona imipenemase, puisque découverte en Italie à Vérone dans les années 90. On a IMP pour imipenemase, c'était la première qui avait été retrouvée la première métallobêta-lactamase retrouvée chez les entérobactéries en 1995 chez une souche de Serratia au Japon. Et quasiment la plus récente qui s'appelle GIM pour German imipenemase, donc en découverte en 2012 et qui pour l'instant n'a pas trop bougé d'Allemagne. Hein. Les quelques souches décrites ont toutes été décrites en Allemagne. Donc pour les deux premières, VIM et IMP, on a affaire à une dissémination. On a trouvé des souches VIM et IMP un petit peu partout dans le monde, mais concernant VIM, les forts taux de prévalence se trouvent en Grèce, en Italie et en Espagne, donc vraiment les pays méditerranéens, notamment l'Italie où elle a été décrite pour la première fois, et notamment en Grèce, 42% des souches de Klebsiella pneumoniae isolées d'hémoculture produisent VIM, et pour le reste, produisent KPC, hein, grosso modo. Pour IMP, je vous ai dit qu'elles avaient été découvertes au Japon, et comme on le voit avec ces ronds un petit peu bleu foncé, qui sont les régions d'endémicité pour les souches productrices d'IMP, on reste encore sur une dissémination, on va dire, loco-régionale, avec essentiellement le Japon, Taïwan. Pour la France, ce qui nous intéresse, c'est la première carbapénémase qu'on va trouver en Nouvelle-Calédonie, hein, donc vraiment dans cette partie du monde. Et on la trouve aussi un petit peu en Australie, cette enzyme. Donc les gènes qui vont coder pour ces métallobêta-lactamases de type VIM, IMP, GIM, ils sont quasiment toujours à l'intérieur d'un intégron. Un intégron, c'est une structure qui est capable d'accumuler des gènes de résistance. Donc je vous ai mis ici le gène qui code pour la carbapénémase, et souvent derrière vous avez des gènes, par exemple ceux en orange, qui vont coder pour de la résistance aux quinolones, pour de la résistance aux aminosides. Donc c'est vraiment des trousses pour accumuler du matériel génétique qui va entraîner de la multirésistante, et le tout sous un promoteur unique qui va permettre d'exprimer tout ce qui est derrière. Donc on va exprimer forcément la carbapénémase plus de la résistance à d'autres familles d'antibiotiques. Ces gènes qui sont dans des intégrons, ces intégrons, ils ne sont pas capables de passer d'une bactérie à une autre tout seuls, mais qu'à cela ne tienne, les bactéries ont trouvé la solution. Ces intégrons, ils sont sur des plasmides. Et eux, les plasmides, sont capables de passer d'une bactérie à une autre. Et ils sont même capables de passer non seulement d'une entérobactérie à une autre, mais ils sont capables de passer de Pseudomonas aeruginosa à une entérobactérie, et dans le sens inverse. Hein, c'est souvent des plasmides à large spectre d'hôtes. Et notamment, la carbapénémase de type VIM est la carbapénémase la plus fréquente chez Pseudomonas aeruginosa. La dernière métallobêta-lactamase dont je voulais vous parler a été décrite en 2009 chez un patient suédois qui était de retour d'hospitalisation en Inde, à New Delhi. On lui a donc donné ce nom, NDM, pour New Delhi métallobêta-lactamase. Et un an après la découverte de cette métallobêta-lactamase, nos collègues anglais sont partis aller faire des prélèvements directement environnementaux. Donc, ils ont trempé des écouvillons dans des flaques d'eau, dans des points d'eau potable dans la rue, et ils se sont aperçus qu'ils avaient un nombre non négligeable de bactéries productrices de MDM qui cultivaient à partir de cet environnement en Inde. Il n'est donc pas étonnant de voir apparaître une prévalence dans la population qui n'a jamais été hospitalisée en Inde et au Pakistan, une prévalence de quasi 20% des personnes qui sont colonisées avec des souches productrices de NDM. Donc, grosso modo, ce que nous, on a en France en prévalence de colonisation avec les B et les CE, eh ben, eux, ils l'ont en Inde avec une colonisation de NDM. Donc, ces souches qui produisent NDM, donc elles ont un antibiogramme qui est parfaitement compatible avec ce qu'on connaît des métallobêta-lactamases, donc hydrolyse des carbapénèmes, aucun intérêt de l'association ceftazidim-avibactam. Et puis quand il y a
une BLSE en plus. Ici, c'était XM15. L'Astreonam est lui-même complètement inutile. Il faut en plus savoir que les plasmides qui vont porter le gène qui code pour NDM, en général, portent non seulement des BLSE, mais également des gènes de co-résistance à d'autres familles d'antibiotiques. Notamment ici, on voit que tous les aminosides sont contacts avec une sorte de zone floue ici autour de l'amicacine. Et ça signe la présence d'une méthylase. Et ces méthylases, le gène qui code pour ces méthylases est porté sur le même plasmide que NDM et entraîne une résistance en un seul coup à tous les aminosides. Qu'en est-il de la dissémination de ces souches productrices de NDM? En fait, ce n'est pas très compliqué. Quand on connaît un petit peu les mouvements de population des hommes, hein, qui sont les réservoirs, hein, de ces entérobactéries, puisqu'elles vivent dans le tube digestif de l'homme, on sait comment vont disséminer ces bactéries. Il est notamment pas étonnant de voir un lien direct entre l'Inde et l'Angleterre, hein, puisque l'Inde était une des colonies anglaises et il y a encore des liens très forts entre ces deux pays. De même, on voit très bien qu'on a un lien assez important entre l'Inde et les pays du Moyen-Orient, puisqu'il y a une vaste population, notamment d'ouvriers, qui viennent travailler dans les pays du Qatar, d'Arabie Saoudite. Et on se retrouve du coup avec des épidémies. Et là, la carte est un petit peu datée, puisqu'on s'est aperçu il y a un an maintenant que non seulement on en avait dans les pays du Moyen-Orient, mais maintenant, il n'est pas étonnant de retrouver des patients qui reviennent de Tunisie ou du Maroc avec des souches productrices de NDM via un déplacement des populations entre les pays du Maghreb et les pays du Moyen-Orient. Alors, contrairement à ce qu'on avait observé pour KPC, où je vous avais dit que c'était assez clonal, hein, c'est toujours le même ST, le même complexe clonal qui dissémine chez Klebsiella pneumoniae. NDM, on le trouve assez indépendamment chez coli, chez Klebsiella, chez Citrobacter, chez Enterobacter cloacae. Et à chaque fois qu'on s'était amusé de typer un Escherichia coli qui produisait NDM, donc c'est les points ici, ou une Klebsiella pneumoniae qui produisait NDM, à chaque fois, on tombait, du moment que les patients n'étaient pas reliés, on tombait sur un ST différent. Et du coup, on peut considérer que là, on a plutôt affaire à une épidémie de gènes plutôt qu'à une épidémie de clones, c'est-à-dire qu'on a une dissémination mondiale de NDM et le gène NDM est porté sur une diversité incroyable de plasmines, eux-mêmes dans une diversité très importante d'entérobactéries, que ce soit des Klebsiella, des coli, des citrobactères ou des entérobactères cloacae. On va maintenant aller sur la dernière classe, donc la classe D de Ambler, qui s'appelle aussi la classe des oxacillinases. Et parmi ces oxacillinases, on a tout un groupe qu'on appelle le groupe des oxa48-like, qui comprend des enzymes capables d'hydrolyser les carbapénèmes. Alors, comme vous pouvez le voir directement sur ce schéma, les trois premiers groupes d'enzymes, donc les vrais OXA48 et variants, les OXA 232 et 244, dont je vous parlerai un tout petit peu plus tard, qui hydrolysent encore plus faiblement qu'OXA 48 les carbapénèmes, et OXA 517 sont des vrais carbapénémases. Ils vont hydrolyser les carbapénèmes. Par contre, il y a un petit groupe ici, le groupe des OXA 163-like, qui a un phénotype qui va plus ressembler à une BLSE. On va hydrolyser les pénicillines, les céphalosporines de 3e et 4e génération et l'astréonam, et on va complètement épargner les carbapénèmes. Elles n'ont strictement aucune activité hydrolytique vis-à-vis des carbapénèmes. Donc ça rend cette famille assez versatile et ça peut être assez compliqué de s'y retrouver à l'intérieur de cette famille. Quoi qu'il en soit, dans cette famille, ce qui prédomine largement, ça reste quand même les OXA48. Et je vous ai mis ici un phénotype typique d'un Escherichia coli qui ne produit que de sensibilité au carbapénème. On est beaucoup moins résistant que ce qu'on a pu voir avec KPC ou NDM, mais au moins l'ertapenem est touché. Souvent, l'imipenem apparaît en limite de sensibilité, alors que le méropenem apparaît dans la majorité des cas comme sensible.
Le marqueur important, c'est cette résistance très importante à la thémocyline. C'est pour ça que ce marqueur est inclus notamment dans certains algorithmes, notamment celui du CASFM. Et la particularité des OXA48, c'est qu'on n'a pas du tout d'hydrolyse des céphalosporines de troisième génération, notamment la ceftazidime, l'astronam et le cefepime, un petit peu moins pour le céfotaxime, mais vraiment les céphalosporines sont plutôt épargnées. Et comme on peut le voir tout de suite, ici je vous ai dit, c'est une souche d'OXA48 typique. Sur le plasmide qui porte OXA48, on va le voir un petit peu après, il n'y a strictement aucun autre gène de résistance à d'autres familles d'antibiotiques. Donc en général, on est assez sensible aux autres familles d'antibiotiques. Au niveau de l'épidémiologie, c'est des souches qui ont été la première fois décrites en Turquie en 2004 et ça a très fortement disséminé dans les pays d'Afrique du Nord pour le variant OXA48 et le variant OXA 181 plutôt en Inde et également en Afrique centrale. Et là encore, c'est logique qu'on le retrouve essentiellement dans les pays méditerranéens via les mouvements de population et les interactions qu'il existe entre notamment la France, l'Italie ou l'Espagne avec ces pays du Maghreb. Au niveau de la génétique, le gène qui va coder pour OXA48, donc BLA-OXA48, il est tout le temps, donc c'est le gène que vous avez ici en bleu, il est tout le temps situé sur le même plasmide. C'est un plasmide de type Inken qui fait 62,5 kb. Et ce plasmide, sur ce plasmide, il est à l'intérieur d'un transposon qu'on appelle le transposon 1999. Et ce qui est important avec ce transposon, c'est que ce transposon, quand il est venu avec ce gène OXA48 s'intégrer dans ce plasmide particulier, il a tronqué un gène qui s'appelle le gène TIR, qui est un gène dont le rôle est d'inhiber, d'empêcher la conjugaison. Et du coup, en tronquant ce gène est devenu inactif et on se retrouve donc avec un plasmide où l'inhibition a été inhibée. On se retrouve donc avec un plasmide qui est hyper conjugatif. Il est hyper conjugatif, donc on a fait des expériences pour le savoir. Et en fait, on a un plasmide qui va disséminer d'entérobactérie en entérobactérie 100 fois mieux que les autres plasmides connus pour produire des carbapénémases ou des BLSE. Et c'est donc pas étonnant finalement que quand on a un patient qui va se coloniser le lundi avec une Klebsiella pneumoniae OXA48, si vous lui refaites un dépistage le mardi, vous aurez la Klebsiella pneumoniae OXA48, mais aussi le coli OXA48, et le mercredi, vous aurez la Klebsiella pneumoniae, le coli, l'Enterobacter cloacae et le Citrobacter frundii OXA48 dans le tube digestif de ce même patient, tellement ce plasmide est hyperconjugatif. On a donc ici affaire, si on doit encore schématiser la chose, à une vraie épidémie plutôt de plasmide. Donc, on a une dissémination d'un même plasmide hyperconjugatif parmi toutes les espèces d'entérobactéries. Et on peut même aller plus loin, c'est que ce plasmide, il ne se multiplie pas chez Pseudomonas aeruginosa et chez Acinetobacter baumannii. Donc, on va retrouver exclusivement OXA48 chez les entérobactéries. Pour les autres variants qui sont avec une activité carbapénémase similaire à OXA48, on a notamment le variant 181 et 204. Ça peut être un environnement un petit peu différent, un petit peu sur d'autres plasmides, mais on a vraiment une activité carbapénémase qui est assez identique à ce qu'on peut trouver avec OXA48. Je vous ai dit qu'il y avait des variants qui ne relisaient pas les carbapénémases chez ce grand groupe des OXA48-like. Alors, c'est assez peu fréquent en France, mais je voulais quand même vous en parler pour que vous puissiez avoir des suspicions ou vous doutez que ça pourrait être ça. Si on compare ici sur l'antibiogramme de droite un vrai OXA48, donc qui hydrolyse les carbapénèmes avec une activité diminuée, notamment des diamètres diminués autour de l'ertapénème, si on compare au OXA 63, on voit bien que l'ertapénème, il est beaucoup plus grand. Donc, l'activité carbapénémase est nulle pour OXA 163, alors qu'elle existe pour OXA 48. Et ça, c'est dû au fait qu'en fait, on a une délétion au niveau du site actif de l'enzyme
qui fait que l'enzyme n'est plus capable d'accommoder les carbapénèmes. Et elle est plus capable d'accommoder les carbapénèmes, mais comme on l'a modifié son site actif, elle est capable d'accommoder beaucoup plus fortement les céphalosporines de troisième génération. Je vous ai dit tout à l'heure, OXA48, si on prend la ceftazidime ici comme exemple, la ceftazidime n'est pas du tout hydrolysée par OXA48, ni l'astréodame, ni le céfépime, alors qu'OXA163, qui n'a plus d'activité carbapénémase, récupère une activité hydrolytique vis-à-vis des céphalosporines de troisième génération, notamment la ceftazidime et le céfépime ici. Et on peut donc les considérer quasiment comme des BLSE-like, dans le sens où ça hydrolyse les C3G, mais ça épargne les carbapénèmes. Et puis un autre bon marqueur, je vous dis, la thémocyline est un très bon marqueur d'OXA48. On est souvent avec des CMI qui sont très élevés à la thémocyline, on est souvent supérieur à 1024 ou 512. Et du coup, la thémocyline apparaît contact quand on fait un disque en diffusion. Et ben, si on regarde la thémocyline pour les OXA 163, on s'aperçoit qu'on a un vrai diamètre bien visible autour de la thémocyline et on a des CMI en général qui vont tourner autour de 8 ou 16, voire 32 à la thémocyline, mais on est très loin des 512 ou des 1024 qu'on a pour OXA 48. Et puis, bien sûr, comme la nature fait bien les choses, on a des phénotypes un petit peu intermédiaires, notamment le phénotype OXA 244. Et là encore, je vous ai comparé, alors là j'ai inversé, excusez-moi, OXA 48, la vraie carbapénémase à droite, et OXA 244 ici à gauche. Et quand on regarde, donc j'ai mis exactement les mêmes diamètres, les diamètres d'OXA 244 sur l'antibiogramme d'OXA 48, on voit bien que OXA 244, si on prend le méropénème ou l'imipénème, on voit bien que ça hydrolyse un petit peu moins bien. Le diamètre est plus grand autour du méropénème qu'avec OXA 244 que ce qu'on peut observer avec OXA 48. Et on s'aperçoit qu'on a un phénotype qui est intermédiaire pour la thémocyline. Je vous ai dit, OXA 163, on a un grand diamètre à la thémo. Là, on a un diamètre qui est certes diminué, mais qui n'est pas contact, comme ce qu'on peut observer avec OXA 48. Et en fait, donc ces souches OXA 248, voire les OXA 232, ils ont là encore une mutation au même endroit que ce que je vous ai parlé tout à l'heure pour les OXA 163, où il y a carrément une délétion. Là, on a un changement d'acide aminé qui fait qu'on va avoir une activité hydrolytique qui va être diminuée par rapport au OXA 48. Et on va voir que ça a un vrai impact pour la détection et le screening des patients qui pourraient être colonisés avec ces souches qui produisent OXA 244. Juste un petit fait intéressant, on connaît le progéniteur d'OXA 48. C'est des souches de chez Wanella qui possèdent naturellement des gènes qui sont des gènes précurseurs d'OXA 48 et donc qui peuvent accrocher, notamment avec des techniques PCR. Je vous en reparlerai tout à l'heure au moment des techniques de détection. Qu'est-ce qui a fait le succès d'OXA 48 ? Finalement, c'est vraiment cette faculté à hydrolyser assez faiblement les carbapénèmes. Quand on se retrouve avec un antibiogramme ici comme à gauche, avec une souche qui produit OXA 48 plus une BLSE, il y a une BLSE, donc les céphalosporines de troisième génération sont hydrolysées, donc forcément le regard va être attiré sur les carbapénèmes, et là les microbiologistes, en regardant les carbapénèmes, vont s'apercevoir que il y a quand même quelque chose qui se passe, il y a une diminution de sensibilité à l'ertapénème, et du coup, s'ils ont bien respecté notamment le CSFM, ils vont avoir un disque de thémocyline et ils vont aller regarder la thémocyline et ils vont se dire, oui, en effet, la thémocyline est très fortement hydrolysée, il y a vraisemblablement une OXA 48 qui traîne là-dessous. Par contre, s'il n'y a pas de BLSE, en fait, dans les pays où ça a été disséminé au départ, ils ont regardé les C3G et puis les C3G n'étaient pas touchés et ils se sont dit, c'est bon, on traite avec des C3G. Ils sont complètement passés à côté parce qu'on ne connaissait pas cette enzyme de ce qui se passait au niveau des carbapénèmes. Donc voilà, donc pour les OXA 48, on a quand même un certain nombre de souches qui produisent OXA 48 sans BLSE. C'est environ 20-25% des OXA 48. Et dans ces cas-là, il faut quand même si les C3G sont sensibles, il faut quand même aller jeter un œil au moins à l'ertapénème et peut-être à la thémocyline aussi, qui est un très bon marqueur pour aller chercher une OXA 48. Donc, j'en ai terminé avec l'épidémiologie mondiale. Donc, vous allez me dire qu'est-ce qui se passe en France. Donc, je vous ai mis ici les chiffres de 2019. Donc, voici un petit peu la distribution des souches qu'on reçoit au CNR.
Donc, comme vous pouvez le voir, vous nous envoyez de plus en plus de souches de sensibilité diminuée au carbapénème. Et parmi ces souches de sensibilité diminuée au carbapénème, en vert, vous avez les souches qui sont de sensibilité diminuée au carbapénème, mais sans carbapénémase, alors qu'en bas, en rouge, vous avez les souches qui produisent des carbapénémases. Et comme on peut le voir, parmi ces souches résistantes ou de sensibilité diminuée au carbapénème, la proportion de souches qui produisent des carbapénémases est également en constante augmentation, puisqu'on est passé de quasiment 20% en 2012 à presque 70% sur l'année 2019. Parmi ces carbapénémases, qu'est-ce qui prédomine en France? C'est très clairement le groupe des OXA48. Ce groupe des OXA48 à activité carbapénémase, avec principalement OXA48, qui représente 70% des souches productrices de carbapénémase. Viennent derrière NDM avec quasiment 17%, puis VIM avec 6%, et ensuite KPC avec environ 3% des souches. Je vous avais dit tout à l'heure, IMP était vraiment rare, c'est vraiment 0,6% des souches, et c'était quasiment que des souches de Nouvelle-Calédonie. Et puis, on peut s'apercevoir qu'on a ensuite des associations de différentes carbapénémases, dont les associations OXA48-NDM, qui ne sont pas si infréquentes que ça. Au niveau de la répartition géographique, les OXA48, on en trouve partout en France, avec bien sûr les points chauds qui se trouvent là où on a des densités de population plus importantes, la région parisienne, la région lilloise, la région lyonnaise et la région marseillaise, pour être un petit peu plus précis. Pour NDM, là encore, c'est les régions un petit peu plus denses, notamment la région lyonnaise, la région parisienne et la région lilloise. Pour VIM, c'est plutôt Lyon et Strasbourg qui ont le haut du panier, et KPC, c'est plutôt en région nord qu'on le trouve un petit peu plus fréquemment. Si on fait une petite projection de ce qui se passe, on s'aperçoit que parmi toutes les souches productrices de KPC, ici en noir, on s'aperçoit que les OXA48, on a une tendance asymptotique vers OXA48 va bientôt représenter environ 50% de toutes les souches de sensibilité diminuée au carbapénème qu'on reçoit au CNR. Donc, on a plutôt une tendance à la baisse en pourcentage, et alors que les métallobêta-lactamases, donc notamment NDM et VIM, sont en constante augmentation. Quant à KPC, on est toujours sur des taux très bas, en général, qui tournent entre 2 et 3%, quelles que soient les années. Et ça bouge pas vraiment. Je voulais juste vous faire un petit focus sur notamment le graphique de gauche, où je vous ai dit que la famille des OXA48 était assez versatile et on avait tout un tas de variants différents. Bien sûr, le variant OXA48 reste prédominant, donc c'est celui qui est en bleu. Alors faites attention, le graphique commence à 80%. Donc ça veut dire qu'on a 84% des souches qui produisent une OXA48-like sont des vrais OXA48. Mais ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'au cours du temps, on a eu une augmentation de certains variants, notamment le variant ici en gris, qui est le variant OXA181, qui représente maintenant 10% des OXA48. Alors maintenant, ça a moins d'impact, mais il faut savoir qu'en 2013, quand le premier kit CFED GenExpert est sorti, il détectait très bien OXA48, mais il ne détectait pas du tout OXA181. Et du coup, on avait un vrai retard de détection en 2013. On ratait 2% des souches. Et du coup, on s'est retrouvé à les laisser disséminer et à en avoir presque 10% maintenant en 2018 et 2019. Et puis, un petit focus ici sur ces OXA244 où je vous ai dit qu'ils avaient une hydrolyse moins importante des carbapénèmes, mais c'est quand même des carbapénémases. Et on en récupère, donc on a un taux qui est en constante augmentation. On en récupère 4%. Et je pense que c'est très largement sous-estimé de par les difficultés de détection de ces souches qui produisent OXA244 et pour lesquelles j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Donc, juste pour conclure sur cette épidémie de la résistance au carbapénème chez les entérobactéries, voilà, en fait, on a quelque chose qui est assez diversifié en fonction de l'espèce. Si, par exemple, vous m'envoyez une souche d'Escherichia coli qui est de sensibilité diminuée au carbapénème, dans 85% des cas,
vous avez des chances que ce soit une carbapénémase, une vraie, avec OXA48 qui est prédominant, puis NDM. Et puis les 15% qui restent ici, ça n'est pas une carbapénémase, et dans ces cas-là, c'est plutôt une BLSE ou une céphalosporinase acquise ou surexprimée, plus de l'imperméabilité. De même pour les Klebsiella. À l'inverse, quelque chose de complètement opposé, si on prend un entérobactère cloaqué résistant au carbapénème, on a plus de chances qu'il ne produise pas une carbapénémase, et c'est plutôt une surexpression de la céphalosporinase naturelle avec une forte imperméabilité. Et c'est uniquement, enfin c'est déjà pas mal, mais uniquement dans 45% des cas où on a une vraie carbapénémase. Et dans ces cas-là, c'est plutôt OXA48 et c'est plutôt aussi les VIM. Les VIM se promènent beaucoup dans les entérobactères en France, notamment les entérobactères du groupe cloaqué. Et l'espèce qui est la plus préoccupante pour la dissémination des carbapénémases et qui est en forte augmentation, c'est les citrobactères du groupe Frundii, où on voit qu'on a, quand vous m'envoyez un citrobacter Frundii résistant au carbapénème, dans plus de 95% des cas, vous avez une chance qu'il y ait une vraie carbapénémase dedans. Donc, il faut vraiment avoir l'attention sur la résistance au carbapénème chez Citrobacter frundii. Au niveau des prélèvements cliniques, il faut savoir que environ 65% des souches que vous m'envoyez qui produisent une carbapénémase sont des souches qui ont été isolées d'un dépistage rectal. Donc, ça reste encore essentiellement des problèmes de colonisation. Mais on a quand même 30% des souches qui me sont envoyées qui proviennent d'une infection. Et parmi les infections, en fait, que ce soit une souche multirésistante ou pas, ça ne change pas grand-chose. Une entérobactérie, ça entraîne des infections urinaires. Vous avez tous 90% de vos urines qui poussent quand il y a une infection avec de l'Escherichia coli, ça ne change pas. Sauf que là, elle est particulièrement résistante aux antibiotiques. Donc, parmi les 31% de souches récoltées d'infections, c'est essentiellement des infections urinaires. Puis viennent ensuite les infections de type les septicémies, les bactériémies, les hémocultures, puis les voies respiratoires. Et enfin, donc pour terminer sur cette épidémiologie, j'ai souvent l'habitude de dire, dites-moi d'où vient votre patient et je vous dirai ce qu'il a comme carbapénémase. Et c'est assez vrai, puisque je vous ai montré l'épidémiologie mondiale, et quand vous avez un patient qui revient, qui est rapatrié en France ou qui a été hospitalisé à l'étranger et qui revient en France, vous lui faites un dépistage et qu'il y a une colonie qui pousse, si le patient revient d'Afrique, vous avez une grande majorité de chances qu'il produise une carbapénémase de type OXA48, que ce soit une OXA48 vraie, une 180 ou une 244. Et puis pour le reste, c'est plutôt du NDM. Et c'est ce que je vous ai dit. On retrouve maintenant pas mal de NDM dans les pays du Maghreb, notamment en Tunisie et au Maroc, qui ont aussi de l'OXA48. Donc, ce n'est pas étonnant non plus de trouver des souches qui vont produire les deux en même temps. Si le patient vient du Moyen-Orient, on se retrouve avec les NDM du Moyen-Orient qui leur viennent d'Inde, et puis les OXA48 qui ont été rapatriés au Moyen-Orient par les pays du Maghreb. En Asie, c'est essentiellement du NDM. On a vu que notamment toute la région indienne, mais également la Chine, ont pas mal de NDM, donc c'est logique d'en trouver beaucoup. Et puis en Europe, on a quelque chose d'un peu plus diversifié, des souches KPC qui nous viennent, alors pour le coup essentiellement, je vous l'ai montré tout à l'heure, du Portugal pour la France, mais également de Grèce et d'Italie, du NDM qui nous vient essentiellement des pays des Balkans, et de l'OXA48 que l'on peut retrouver un petit peu dans tous les pays d'Europe. Bon, je ne vous parle pas de l'Amérique, parce qu'il n'y avait que 2 souches sur l'an dernier. On ne peut pas en tirer des vraies conclusions. Donc, j'en ai terminé avec cette épidémiologie des souches qui produisent des carbapénémases. Maintenant, je vais vous parler des méthodes de détection, comment on peut les détecter. Et j'ai divisé mon topo en 2. Le premier, c'est à partir d'un prélèvement clinique, c'est-à-dire d'une infection. Donc, vous savez qu'on utilise des breakpoints pour savoir si on est sensible ou résistant au carbapénème. Et puis, on regarde ce que le CAST nous répond, sachant que le CSFM se base essentiellement sur ce que fait le CAST, donc la composante européenne sur la décision de sensibilité, des catégorisations sensibilité intermédiaire
ou résistants. On s'aperçoit que eux, ils préconisent d'utiliser le méropenem pour le screening, et que le screening cutoff, donc le diamètre à partir duquel il faut commencer à se poser la question si on pourrait avoir une carbapénémase, c'est pas du tout le breakpoint qui permet de différencier des souches intermédiaires des souches sensibles. Il y a 3 mm d'écart. Donc, on s'était assez vite posé la question avec l'épidémiologie française et belge, qui était particulièrement orientée au XA48, si ce breakpoint de screening, qui est ici le breakpoint en C, donc qui ne correspond pas au breakpoint clinique qui est ici en B. Et même avec ce screening breakpoint, si on utilise ce diamètre de 25, on s'aperçoit qu'on rate encore une quantité astronomique d'OXA48. C'est vraiment à cause de ces OXA48 que le méropenem n'est pas optimal. Et du coup, pour la France et nos collègues belges, on en avait tiré la conclusion que la porte d'entrée pour commencer à se poser la question si on avait à faire une carbapénémase ou pas, c'était pas tellement le diamètre autour du méropenem, mais plutôt le diamètre autour de l'ertapenem, qui était beaucoup plus hydrolysé que le méropenem, qui était important. Donc, je vous ai dit, on part d'un prélèvement clinique. Donc, la question va se la poser, savoir s'il y a une carbapénémase ou pas, au moment de l'antibiogramme. Donc, je vous ai mis ici 3 antibiogrammes de Klebsiella et puis 3 antibiogrammes de Coli. Et à partir de ces antibiogrammes, donc avec la flèche, vous apercevez qu'ils sont tous de sensibilité diminuée, voire très résistants au carbapénem. Je vous mets un petit peu au défi de savoir lequel là-dedans produit une carbapénémase. Je vais vous donner la réponse, mais on s'aperçoit que ce n'est pas celle qui paraissait le plus sensible qui ne produit pas de carbapénémase. Ici, vous avez une souche qui avait l'air vraiment très résistante, mais pourtant, il n'y avait pas de carbapénémase. C'était l'association d'une BLSE plus de l'imperméabilité. Alors, comment on va faire la différence dans ces souches-là? Alors, on a des petites astuces. Donc, le CASFM a mis au point un algorithme grâce aux chiffres qui avaient été sortis par l'ONERBA, en utilisant notamment le disque de ticarciline, le disque de thémocyline et le disque d'imipénem. En suivant cet algorithme, on peut éliminer d'emblée des souches qui ne produisent pas de carbapénémase. Donc, par exemple, celles qui ont un diamètre supérieur à 15 à ticarclave et supérieur à 22 à l'imipénem, on sait qu'il n'y aura pas de carbapénémase. Pareil pour celles qui ont un diamètre à ticarclave qui est inférieur à 15, mais une thémocyline supérieure à 15 et un imipénem supérieur à 22. Donc ça, bon an, mal an, quand on regarde l'épidémiologie française, ça permet quand même d'en éliminer un tiers pour lesquels on n'a pas besoin de faire des tests complémentaires. Mais par contre, pour tous les autres, ceux qui sont en rouge, ici, très clairement, si on se retrouve dans la catégorie rouge, on va être obligé de faire des tests complémentaires. L'antibiogramme ne suffit pas pour dire s'il y a une carbapénémase ou pas. Et parmi ces tests complémentaires, je vais tordre le cou là, directement d'emblée au Hodge test. Je vous rappelle, c'est un biotest où on étale un Escherichia coli sensible sur le Muller-Hunton, et puis on va mettre un disque de carbapénem au milieu, souvent l'ertapenem ou le méropenem, et puis on va faire des stries ici avec les bactéries à tester, donc la bactérie 1, la bactérie 3 et la bactérie 2, et celles qui produisent une carbapénémase, la carbapénémase qui est produite par la bactérie qui est dans la strie va aider la souche sensible qui est au fond du Muller-Hunton à pousser au plus près du disque de carbapénem, et on a cette forme, ces petits éperons, et ces petits éperons signent la présence d'une enzyme qui hydrolyserait les carbapénèmes. Le Hodge test, je vous rappelle, le CASFM a dit on abandonne, et en effet, il y a beaucoup de faux positifs, avec notamment les souches qui surexpriment une céphalosporinase, et beaucoup de faux négatifs s'il n'y a pas assez notamment de zinc dans la gélose. Vous avez d'autres tests, des tests d'inhibition, donc ça c'est essentiellement des tests qu'on trouve, des tests vendus par Roscoe ou par Mast, où on a un disque de carbapénem, soit seul, soit dans lesquels on a rajouté des inhibiteurs, donc on rajoute notamment de l'acide boronique qui va inhiber les classes A, donc APC, on va rajouter de l'acide dipicolénique qui va inhiber les classes B, donc les métallobêta-lactamases, et puis on peut avoir des tests avec d'un côté que le carbapénem ou le carbapénem plus de l'EDTA qui, là encore, va inhiber les métallobêta-lactamases. Donc ça marche plutôt pas mal, ces tests phénotypes, enfin, pas plutôt pas mal, c'est assez simple à faire, ça coûte pas cher,
Le problème, c'est que ça manque de sensibilité et de spécificité. Ça ne marche pas si bien que ça. Et un autre problème, c'est qu'il va falloir réensemencer une sorte d'antibiogramme. Et donc, on va encore avoir un délai de 24 heures avant de rendre la réponse pour savoir si la souche qui était très résistante au carbapénème, elle est également productrice de carbapénémase ou pas. C'est exactement pareil pour le SIM test. Donc, on a d'autres tests qui ont été mis au point, notamment des tests d'hydrolyse des carbapénèmes. Et parmi ces tests d'hydrolyse des carbapénèmes, on a des tests colorimétriques, notamment ici le carba-NP test et le bêta-carba, qui sont les vrais tests commerciaux sur lesquels je vais discuter un petit peu plus particulièrement. Donc, le carba-NP test, c'est un test d'hydrolyse des carbapénèmes. Et lorsque le carbapénème est hydrolysé par la carbapénémase, on va avoir une ouverture du cycle bêta-lactame et formation ici d'un dérivé acide. Et en fait, on va utiliser un détecteur colorimétrique qui est le rouge de phénol, qui, lorsque le pH va descendre, va passer du rouge au jaune. Donc, en fait, vous avez deux tubes dans lesquels vous avez, dans le tube 1, vous allez mettre votre bactérie qu'avec du rouge de phénol. Et dans le tube 2, vous allez mettre votre bactérie avec du rouge de phénol et un carbapénème. Et si jamais la bactérie produit une carbapénémase, vous avez le carbapénème qui est transformé en un dérivé acide. Et dans ces cas-là, le tube 2 va passer du rouge au jaune. Si la bactérie ne produit pas de carbapénémase, le carbapénème va rester intact. Et dans ces cas-là, pas de dérivé acide. Et le tube 2 reste de la même couleur que le tube 1 où il n'y avait pas de carbapénème. Donc, il y a tout un tas de dérivés du carba-NP test qui ont été développés. Et notamment, alors vous pouvez le préférer en rouge, il existe aussi en bleu. Il est notamment commercialisé par la société Roscoe en Amérique latine. Et vous avez deux variants commerciaux essentiels, le Rapidec Carba-NP de Biomérieux et le Rapid Carbascreen commercialisé par Roscoe, donc sous format un petit peu tube. Le deuxième test, le bêta-carba de chez Bioral, lui correspond à une hydrolyse d'une bêta-lactamine chromogénique, donc qui est finalement une céphalosporine, mais une céphalosporine qui reste stable vis-à-vis des BLSE et des céphalosporinases. Donc elle est censée être hydrolysée uniquement par les carbapénémases. Et ça fait un peu comme une céphinase, on va dire, mais qui ne fonctionne qu'avec les carbapénémases. Donc, quand il n'y a pas de carbapénémase, en mélangeant cette céphalosporine chromogénique jaune avec la bactérie, quand il n'y a pas de carbapénémase, ça reste jaune. Et si il y a production de carbapénémase, eh bien, en 20-30 minutes, vous avez un tube qui passe du jaune directement à une couleur assez rouge. Donc, ça, c'est ce qui est dans la notice. Dans la vraie vie, ça se passe comme ça. Vous avez bien sûr des choses qui ne posent pas problème, ça reste bien jaune. Et puis vous avez notamment avec les Oxa 48 qui hydrolysent plus ou moins, en tout cas à plus faible niveau que les KPC, les NDM ou les INP où on n'a pas de problème. Eh ben on a un petit peu toutes les possibilités de couleurs, avec notamment pour ce tube indiqué numéro 9, quelque chose où on ne sait pas trop où on en est. On ne sait pas si c'est encore jaune, on ne sait pas si c'est vraiment rose. Et on est vraiment dans les problèmes de limite de détection pour certaines Oxa 48. C'est environ 10% des Oxa 48. Et puis, il y a une chose à noter quand même. Je vous ai dit, c'est une céphalosporine chromosomique, une céphalosporine chromogénique à l'intérieur de ce test. Et on a certaines carbapénémases, certes pas fréquentes, les IMI et les SME, qui sont des carbapénémases de classe A, qui n'hydrolysent pas du tout toutes les céphalosporines. Et du coup, on a un test qui ne fonctionne pas du tout. Et donc, on a vu que c'était pas ça fonctionnait vraiment très, très mal avec les IMI et les SME. Une autre chose, je vous ai dit qu'il y avait des variants d'Oxa 48, notamment les 163, qui ne sont pas du tout des carbapénémases. Autant les tests précédents ne les détectent pas comme des carbapénémases. Ils disent bien, ils restent bien complètement rouges et donc il n'y a pas du tout de carbapénémase. Autant ce test les détecte à tort comme des carbapénémases, puisque là encore, les enzymes du groupe Oxa 163 perdent leur activité carbapénémase, mais ont un gain sur une activité vis-à-vis des céphalosporines. Et comme c'est une céphalosporine qui est dans le test, on se retrouve avec un test qui va faussement se positiver.
Les autres tests plus récents qui ont été mis sur le marché et qui sont extrêmement intéressants sont les tests immunochromatographiques. Très intéressants parce que donnent une réponse en 15 minutes pour les principales classes de carbapénémase. Donc vous en avez, il y a deux fournisseurs qui existent. Le fournisseur de NG Biotech, donc NG Biotech qui fournit une bandelette immunochromatographique qui permet de détecter les 5 classes majoritaires de carbapénémase, donc N pour NDM, I pour IMP, V pour VIM, O pour OXA48-like et K pour KPC. Donc en un seul coup, vous déposez ici un petit LISA de votre bactérie, ça va migrer dans la bandelette et en 15 minutes, vous avez le résultat si la souche que vous avez mis dedans produit une de ces 5 grandes classes de carbapénémase. Vous allez me dire, est-ce que ces 5 grandes classes de carbapénémase, ça suffit? Oui, ça suffit. Avec ces 5 grandes classes de carbapénémase, vous couvrez 99,5% de l'épidémiologie mondiale, donc de l'épidémiologie française. Donc très clairement, c'est un super outil en diagnostic quotidien. Vous avez un deuxième fournisseur qui correspond aux cassettes de chez Coris. Le problème, c'est que pour Coris, pour pouvoir couvrir les 5 carbapénémases qui sont là, vous avez un kit qui en couvre 4, VIM, NDM, OXA48 et KPC, et un autre kit qui va couvrir la dernière qui correspond à IMP. Et on voit que même le premier kit, ça correspond à 2 bandelettes différentes. Donc, il va falloir déposer dans 3 bandelettes différentes pour obtenir le même résultat que ce que vous avez avec la bandelette NG dans une seule bandelette. Donc, finalement, pour les méthodes de confirmation, on a vu toutes les méthodes, on va dire, un petit peu phénotypiques. La dernière méthode qui nous reste, c'est les méthodes moléculaires. Donc là, si vous avez de l'argent, parce que c'est quand même des méthodes qui sont beaucoup, beaucoup plus onéreuses que toutes les autres méthodes phénotypiques dont je vous ai parlé, vous pouvez faire de la biologie moléculaire. Donc, c'est le GenExpert qui a quasiment le monopole, on va dire, sur le marché français, mais il y a d'autres tests. Vous pouvez faire du moléculaire et rechercher les 5 principaux gènes qui codent pour des carbapénémases. C'est les mêmes que ceux qui ont les bandelettes immunochromatographiques et rechercher ces gènes directement sur les colonies bactériennes. Mais ça va vous coûter forcément un petit peu plus cher. Deuxième intérêt, comment va-t-on pouvoir dépister les patients suspects d'être porteurs de souches productrices de carbapénémase? Finalement, on va faire du dépistage rectal, puisque donc, soit des selles, soit des écouvillons rectaux, puisque c'est là que vivent ces entérobactéries. Et puis, on peut faire directement de la biologie moléculaire, donc notamment, je reviens sur ce GenExpert, qui peut être fait directement à partir du dépistage rectal. Et là, c'est un vrai avantage, c'est que la biologie moléculaire va donner une réponse tout de suite à J0 en 1 heure à 2 heures, directement à partir du prélèvement. Vous saurez si c'est positif pour une carbapénémase ou pas. Et puis, on peut l'étaler sur des géloses de screening. Donc, c'est des géloses qui contiennent des antibiotiques. Et puis, bien sûr, si jamais il y a quelque chose qui pousse sur ces géloses de screening, on saura que c'est une souche qui est résistante au carbapénème, et on ne saura toujours pas si ça produit une carbapénémase. Et dans ces cas-là, on va faire un des tests complémentaires de ceux dont je viens de vous parler juste avant pour pouvoir savoir s'il y a une carbapénémase ou pas. Donc, en fait, la question, c'est quelle gélose de screening dois-je utiliser pour détecter au mieux mes souches productrices de carbapénémase? Donc, il y a quelques temps, en 2013, on utilisait une gélose de Drygalski et puis avec un petit disque d'ertapenem. Et puis, on regardait ce qui se passe. Donc, on posait le disque d'ertapenem dans le deuxième cadran, on veut dire. Et puis, on étudiait un petit peu tout ce qui se passait sur les colonies qui poussaient proches de l'ertapenem. Bon, l'avantage, c'est que c'était simple, ça ne coûtait pas cher. Le problème, c'est que c'était pas recommandé, notamment pour certains tests chromogéniques, certains tests colorimétriques comme le carba-NP. Et puis le problème, c'était les faibles inoculums. Quand vous aviez ensemencé ici en bas de la gélose et que finalement votre inoculum il allait que dans le premier cadran, vous ne pouviez pas savoir ce qui se passe autour de l'ertapenem. On s'est dit ensuite, on peut utiliser peut-être les souches, les géloses qu'on utilise pour dépister les patients colonisés avec des souches productrices de BLSE. Donc, je vous ai mis ici un chromidier ESBL, par exemple. Le problème, il était dans les OXA48, puisque dans ces souches d'OXA48 qui ne produisent pas de BLSE, on est parfaitement sensible aux céphalosporines de 3e génération.
et notamment au cefpodoxime qui se trouve à l'intérieur de ces géloses BLSE. Donc là, avec ces géloses, pour détecter les BLSE, on va rater une quantité très importante d'oxa-48. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée d'utiliser ces géloses-là pour rechercher des patients qui pourraient être colonisés avec des souches productrices de carbapénémase en France, puisque c'est oxa-48 qui prédomine en France. Donc, dernières géloses qui sont sorties sur le marché, on va dire aux alentours de 2014-2015. Donc, c'était des géloses dans lesquelles on avait un carbapénème. Donc, on avait le Chromagar KPC, qu'on n'utilise plus puisqu'il y avait beaucoup trop de carbapénème. C'était vraiment fait pour les souches KPC qui hydrolysent très fortement et ce n'est pas efficace pour oxa-48. Et puis, on avait tous les autres, donc chromidécarbate chez Biomerrieux, le Brilliance de chez Oxoïde, qui fonctionnent très, très bien pour tout ce qui est carbapénémase de type KPC et les métallobêta-lactamases, mais pas très bien pour oxa-48 parce qu'encore une fois, il y avait un tout petit peu trop de carbapénème dedans. Et puis, on avait mis au point, nous, sur Bicep, un milieu qu'on avait appelé le supercarba, dans lequel on avait mis de l'artapénème en petite concentration, un petit peu de cloxacilline et du zinc. Et là, ça marchait plutôt pas mal pour l'intégralité des carbapénémases, notamment les oxa-48. Et puis, finalement, Biomerrieux a mis au point un autre milieu, exprès pour oxa-48, dans lequel il y a de la thémocyline. Alors, l'avantage, c'est que ça marche très bien pour oxa-48, mais ça marche plutôt pas bien pour les autres carbapénémases, puisque KPC n'a pas une capacité hydrolytique vis-à-vis de la thémocyline extraordinaire, ni les métallobêta-lactamases. Qu'à cela ne tienne, ils ont fait une gélose que vous connaissez vraisemblablement tous, la Chromidécarba Smart, qui est une des plus utilisées en France et une des plus efficaces, et avec un côté où on a le chromidé oxa-48, donc de la thémocyline pour retrouver les oxa-48, et de l'autre côté un carbapénème pour rechercher les autres carbapénémases, notamment KPC, MDM, VIM ou IMP. Donc ça marche plutôt bien, plutôt même très très bien, c'est une très bonne gélose, à l'exception de ces Oxa 244 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pourquoi? Parce que ces Oxa 244, finalement, ils ont des CMI à la thémocyline. Donc 85% des Oxa 244 ont des CMI à la thémocyline qui est inférieur ou égal à 32. Et du coup, même du côté oxacyline, ici, le carboxa, on n'a rien du tout qui va pousser. Et ça ne marche pas mieux finalement avec le milieu Brilliance. Et le seul milieu qui les détecte plutôt très bien, c'est le M-supercarba. Et ce M-supercarba, c'est le milieu supercarba qu'on avait développé sur Bicêtre et qui maintenant est vendu sous cette appellation-là. Donc, il a l'avantage de bien détecter les Oxa 244, ce milieu M supercarba. Par contre, il a une sensibilité un petit peu moins bonne que le chromidécarba sur les autres carbapénémases, c'est-à-dire qu'il va détecter surtout plein de souches qui ne sont pas des carbapénémases, et donc il y aura un peu plus de tests complémentaires à faire. La biologie moléculaire, donc je vous ai dit, la biologie moléculaire est un super outil pour pouvoir être fait directement à partir de l'échouillon, et ça va détecter simultanément KPC, NDM, VIM, IMP et les Oxa-48, notamment maintenant aussi les Oxa 180 et 232 qui ne fonctionnaient pas au début. Donc sachez qu'avec l'épidémiologie actuelle qu'on a en France, on a une sensibilité de 96%, une spécificité de 98% avec ce genre de cassette. Et on l'avait étudié sur les souches du CNR, et on était même avec des sensibilités qui étaient largement au-dessus des 99%. On ne détectait pas uniquement les faux négatifs, c'était des gènes qui ne sont pas inclus dans la cassette, et les faux positifs, c'était Oxa 405 qui est un dérivé d'Oxa 163, donc qui était faussement détecté comme une Oxa 48. Alors finalement, il ne faut quand même pas se dire que le biologie moléculaire, c'est la panacée. On peut avoir des faux positifs. C'est rare, mais on peut en avoir. Je vous ai dit tout à l'heure, les Shewanella sont des progéniteurs d'Oxa 48. Si votre patient, il a de façon transitoire dans son tube digestif une Shewanella qui se promène, vous allez avoir un faux signal positif pour Oxa 48. Donc là, il sera important de faire de la culture derrière pour confirmer. Pareil, si votre patient a dans son tube digestif un Pseudomonas aeruginosa qui produit VIM ou un Acinetobacter qui produit NDM, ce n'est pas des entérobactéries qui produisent des carbapénémases, c'est un pio et un acineto. Et comme on détecte le gène, on va avoir un signal pour VIM ou pour NDM, et on va détecter à tort
une entérobactérie productrice de carbapénémase, c'est-à-dire une BHRE, alors que les piovim et les Acinetobacter ne sont pas des BHRE. Et puis, à l'inverse, on peut avoir des résultats qui sont faussement négatifs, notamment chez des patients qui ont une faible colonisation avec des CPE, donc des souches productrices de carbapénémase. Et du coup, on peut conseiller, pour rattraper le coup, de faire de la culture avec de l'enrichissement ou de répéter la biologie moléculaire. Si on est vraiment sur un patient à haut risque d'être colonisé, il faut répéter les prélèvements. Et puis, pensez aussi que si jamais vous faites en parallèle la biologie moléculaire et la culture, que vous avez un signal fort pour OXA48 et que malheureusement, il n'y a rien qu'à pousser sur votre Chromidé Carbasmart, pensez que ça peut être une OXA 244 et que du coup, si vous voulez récupérer la souche, il faudrait que vous ayez, par exemple, une gélose M supercarba pour pouvoir récupérer cette OXA 244. Et donc, juste pour conclure, une dernière diapo qui est disponible notamment sur le site du CNR. Donc, finalement, quand vous avez une souche qui a poussé sur un milieu de dépistage ou qui est très résistante sur un antibiogramme via une diminution de sensibilité au carbapénème et notamment l'ertapenem ou qui est contact à la thémocyline, on conseille à l'heure actuelle, vu les coûts et l'efficacité de ces tests, d'utiliser plutôt un test immunochromatographique pour détecter les 5 principales classes de carbapénémase, donc soit le NG-Carba5, soit les cassettes Coris, avec les inconvénients qu'il faut plusieurs cassettes pour pouvoir les détecter toutes. Si jamais c'est positif, on s'arrête là. Ça veut dire que la bactérie produit une des 5 carbapénémases principales. Et puis, du coup, vous l'envoyez au CNR et nous, on la typera. Si jamais c'est négatif, donc dans de très rares cas, environ 0,5% de l'épidémiologie française, si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous faites un test d'hydrolyse des carbapénèmes et donc plutôt un Rapidec Carba, puisque je vous ai dit que le bêta-carba ne détectait pas notamment les IMI. Or, c'est les IMI qui sont les plus fréquentes à l'intérieur de ces carbapénémases rares. Donc, faites plutôt un bêta-carba en prenant une colonie autour du disque de carbapénème et vous aurez, s'il y a une IMI notamment, vous aurez un virage du rouge au jaune qui signe la présence d'une activité carbapénémase. Donc, ce sera vraisemblablement une IMI. Si c'est négatif, c'est qu'il n'y a pas une des 5 carbapénémases, il n'y a pas d'activité carbapénémase. Et enfin, pour terminer, pour le dépistage, la biologie moléculaire, c'est vraiment un très bel outil parce que ça permet de répondre assez vite. On vous conseille de faire également, si vous pouvez, de l'enrichissement et surtout, n'hésitez pas à répéter les prélèvements à 3-4 jours d'intervalle avant de conclure définitivement qu'un patient n'est pas colonisé avec une souche productrice de carbapénémase. Et donc, cette biologie moléculaire et cet enrichissement à privilégier, notamment en cas d'épidémie, si vous avez à gérer des épidémies, des patients contacts. On essaye vraiment de détecter même les patients qui vont être faiblement colonisés. Donc, c'est plutôt dans ce cas-là qu'on conseille notamment le dépistage avec un milieu d'enrichissement. Donc, je voulais juste remercier l'ensemble des personnes du CNR et du laboratoire d'hygiène de Bicêtre, sans qui on n'arriverait pas à faire toutes ces études, ces caractérisations et ces évaluations de tests. Je vous encourage à aller sur le site internet du CNR. J'ai mis en ligne une note technique avec un petit peu tous les tests disponibles qui existent, avec les avantages et les inconvénients de chacun de ces tests. Ça vous permettra un petit peu de faire le tri si vous avez des questions importantes sur ce type de test de détection. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vais donc rendre la main à Olivier pour les questions. Merci beaucoup. Merci Laurent. Est-ce que vous m'entendez? J'entends parfaitement. Ouais. On est en décalé. Écoutez, Laurent, merci beaucoup pour ce tour d'horizon très complet sur les entérobactéries productrices de carbapénémase. On avait quelques questions là sur le
sur le chat de la chaîne YouTube. D'ailleurs, j'ai juste une question comme ça pour commencer. On dit entérobactérie encore ou on dit entérobactérial maintenant? Alors, en français, on dit entérobactérie. En fait, entérobactéral, c'est le nom qui a remplacé Enterobacteriaceae. C'est la famille des Enterobacterales, dans lesquelles il y a les Enterobacteriaceae, les Morganellacées et les Proteaceae. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle Enterobacterales, mais on peut dire entérobactérie en bon français. Ouais. Ok, ça marche. On avait une question là concernant le dépistage, l'intérêt d'un dépistage systématique en réa ou aux urgences des entérobactéries pour des tests de carbapénémase. Tu as une idée sur la question? Ouais, une petite idée sur la question. Ça va vraiment dépendre finalement de la prévalence qu'on a en France. Il faut savoir que la prévalence reste encore extrêmement faible en France. Les entérobactéries productrices de carbapénémase, ça reste encore, à l'heure actuelle, un problème hospitalier. Il est encore temps d'agir. Parce que tant que ça reste à l'hôpital, on peut encore s'en sortir. Quand ça va partir en ville, un petit peu comme les BLSE, on ne va pas pouvoir courir après les gens et faire de l'hygiène derrière. Mais là, ça reste vraiment encore un problème hospitalier. En général, quand on a un patient qu'on détecte comme colonisé avec une souche productrice de carbapénémase, si on creuse suffisamment autour du cas, on arrive quasiment dans plus de la moitié des cas, c'est quand même beaucoup, à trouver un contexte de voyage. Donc un patient qui a été hospitalisé à l'étranger ou alors qui est retourné au pays pour une durée assez longue de séjour et qui est revenu en France. Donc ça vaut encore le coup d'aller chercher sur ces patients spécifiques. Maintenant, la prévalence est suffisamment faible en ville et dans les infections actuellement. On est inférieur à 0,5% chez les Escherichia coli, inférieur à 1% chez les Klebsiella. Ça ne vaut pas encore le coup d'aller dépister tout le monde, le tout venant en réa et même aux urgences. Ok. Vous disiez là tout à l'heure que les NDM et les VIM sont en augmentation en France. Pour le moment, ce sont des souches d'importation, j'imagine, ou est-ce qu'il y a une diffusion sur le territoire est-ce qui est en train d'apparaître Alors, je vais discerner les deux groupes d'enzymes. Pour les NDM, c'est essentiellement de l'importation. Et pourquoi ça augmente? Tout simplement parce que le réservoir s'est déplacé, comme je vous l'ai montré dans la présentation, depuis l'Inde jusqu'au Moyen-Orient et maintenant jusque dans les pays du Maghreb. Et forcément, comme on a beaucoup de liens avec les pays du Maghreb, on a beaucoup de populations qui voyagent entre la France et les pays du Maghreb. On va récupérer beaucoup plus de NDM et aussi beaucoup plus de patients qui vont revenir avec des souches qui auront les deux, c'est-à-dire OXA48 et NDM. Concernant VIM, on est plutôt sur des vrais foyers locaux régionaux, voire des épidémies intra-hospitalières importantes. On a vu, on en a notamment dans l'est de la France et dans la région lyonnaise, avec des vraies épidémies plutôt clonales, pour le coup, où on a du mal à retrouver le foyer initial. On ne sait pas si c'est dans des canalisations, on n'arrive pas à trouver le foyer initial et on a des épidémies qui traînent notamment dans la région lyonnaise depuis peut-être maintenant 3 ans. Ok, et justement, une question concernant les clones de VIM. On me demandait s'il y avait des clones prédominants de VIM en France. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué. Oui, il y a des clones prédominants de VIM. Il y a un ST particulier, je vais vous passer le détail, dans la région lyonnaise, et c'est quasiment tout le temps celui-là, et qui n'est pas le même ST qu'on trouve dans la région de Strasbourg, c'en est un autre. Ça reste de l'Enterobacter cloacae complexe. Alors, j'insiste sur Enterobacter cloacae complexe parce que tout le monde croit qu'on a des entérobactères cloaqués dans les entérobactéries qu'on sort tous les jours dans nos laboratoires de microbio. En fait, les vrais entérobactères cloaqués, en microbiologie humaine, ça n'existe pas. Il n'y en a quasiment pas dans les prélèvements cliniques. On a des entérobactères Ormacei. Mais tout ça, c'est de l'entérobactère cloaqué complexe. Et de toute façon, le MALDI-TOF, il ne fait pas la différence entre un
Enterobacter Hormachei et un Enterobacter cloaqué, et un Enterobacter cobei et un Enterobacter je ne sais quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est pas les mêmes clones, c'est vraiment en fonction de la région. C'est plutôt vraiment une dissémination de clones différents, mais locaux régionaux. Ok. Une question d'une personne également concernant est-ce qu'il y avait des différences de fitness entre les différents plasmides encodant les carbapénémases? Est-ce qu'il y avait un coût élevé pour la bactérie à les produire? On rentre dans la génomique pure. Alors, très clairement, le coût pour la bactérie d'avoir ce plasmide, il est quasiment nul. La bactérie, il y a quasiment aucun coût de fitness pour la bactérie. Ça a été montré plusieurs fois, notamment si je prends le plasmide OXA48 qui dissémine très très fortement. On le trouve voilà, du jour au lendemain dans toutes les espèces d'entérobactéries du tube digestif du patient, sans quasiment aucun coût pour la bactérie. Ça a été également montré pour d'autres plasmides qui disséminent la résistance à la colistine avec MCR. Zéro coût pour la bactérie. Donc là, très clairement, la bactérie, elle est non seulement résistante, mais en plus, il n'y a aucun coût de ce plasmide. Et peut-être même des fois, à l'inverse, on a certains plasmides qui possèdent des systèmes toxines-antitoxines qu'on appelle des systèmes d'addiction, en fait. C'est-à-dire que si la souche perd le plasmide, elle meurt. Donc, finalement, elle a tout intérêt à garder le plasmide sur lequel il y a la résistance aux antibiotiques. Ok. Une personne qui s'inquiète également sur la détection des oxates 244. En pratique, comment les détecter? Est-ce que les automates Vitec, par exemple, peuvent être mis en difficulté sur ce type de PC? Alors, très clairement, il faut s'inquiéter des OXA 244. Je pense très clairement que le 4% parmi les OXA 48-like est largement sous-estimé, et pas qu'en France, partout en Europe. Quand je regarde les chiffres de mes collègues européens, c'est pareil. Alors, est-ce que le Vitec fait mieux? Alors, c'est un peu compliqué à répondre. La seule chose qu'on sait, c'est que le Vitec, déjà, il ne donne pas une vraie CMI. Et il a toujours tendance à surestimer un peu la résistance. C'est-à-dire que si on prend une souche qui a une vraie CMI à 0,38 alerta PNM, c'est-à-dire franchement sensible, puisqu'on commence à se poser la question à 0,5. 0,5, on est encore sensible, et dès qu'on passe 0,5, on devient résistant. Lui, le Vitec, une souche à 0,38, il va vous la rendre intermédiaire. Il va vous dire qu'elle est souvent supérieure à 0,5. Donc déjà, il surestime un peu la résistance. Et l'avantage du Vitec de surestimer la résistance, c'est qu'il va rater un petit peu moins de ces souches qui hydrolysent un peu moins les carbapénèmes. Mais de là à aller récupérer toutes les OXA 244, je ne suis pas certain que ça marche. Malheureusement, le Vitec est extrêmement mauvais sur la thémocilline. C'est-à-dire que vous prenez un Escherichia coli sauvage, une fois sur deux, dans 50% des cas, même il va vous le rendre résistant à la thémocilline alors qu'il est parfaitement sensible. Donc là, le Vitec, c'est très compliqué pour pouvoir détecter les OXA 244. Je ne suis pas certain qu'il fasse beaucoup mieux que ce que pourrait faire l'antibiogramme en diffusion. Ok, merci beaucoup. On a fait le tour des questions du chat. Je vais vous remercier, Laurent, pour avoir accepté de participer à ce premier webinaire. Vous avez essuyé des plats, vous êtes notre parrain, du coup. On ne vous avait pas prévenu, mais c'est comme ça. Il y aura d'autres webinaires à venir l'année prochaine. Je remercie tous ceux qui sont connectés ce soir. Et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire Primo, j'espère. Merci, Laurent. Merci beaucoup. Au revoir.